Bonjour à tous et bienvenue dans ce Flash QR8. Vous avez posé vos questions sur Hypnose CHN. J'ai pris les 3 plus likés et je me propose d'y répondre en environ 9 minutes. Tout de suite, on passe à la première question, qui est une question de Séverine de Dourges. Comment fait-on lorsque le client a du mal à imaginer ? Alors déjà, tout le monde a un imaginaire, c'est-à-dire que tout le monde peut avoir des images, mais souvent, des gens n'auront pas conscience de cette image. Et j'en suis un exemple d'ailleurs, si vous me demandez de quelle couleur est ma voiture, bien sûr que je peux vous répondre, et je vous dirai sa couleur sans problème. En revanche, je n'ai pas l'image dans ma tête, en tout cas je n'ai pas conscience de cette image, et j'ai beaucoup de mal à les visualiser clairement. Je peux, mais ça me demande un effort extrêmement fort. Et il y a des clients qui ont ça et qui du coup vont avoir du mal à imaginer, tout comme il y a des gens qui n'ont pas de dialogue intérieur et qui auront du mal à vous parler de leur dialogue intérieur. Dans ces cas-là, le mieux à la rigueur, c'est de ne pas demander de visualiser et de ne pas demander d'imaginer. Mais alors comment fait-on ? Un premier exemple, vous êtes en train de faire les mains magnétiques à la personne, elle a mis ses mains comme ça, au lieu de lui dire « imagine 2 aimants entre tes mains », vous allez plutôt lui dire « il y a 2 aimants ici, et lorsque je les lâche, ils sont attirés l'un vers l'autre ». Le fait de dire « il y a 2 aimants ici » les place comme un fait, la personne n'a pas besoin de les visualiser, pas besoin de les imaginer, ça va faciliter la tâche à la personne. C'est ce qu'utilisent les hypnotiseurs de spectacle par exemple, ils ne s'embêtent pas avec « imagine 2 aimants ». Donc, ça peut être une façon de faire. Une deuxième façon de faire, je vais parler des autres portes en premier, une deuxième façon de faire, c'est par exemple de faire un glissement sensoriel. Vous pouvez dire à la personne, il y a 2 aimants dans tes mains, ils sont activés par ton cerveau, et vous touchez à ce moment-là, qui laisse descendre jusqu'à tes mains, et ferme les yeux, et il s'active maintenant, de plus en plus attiré. Le fait d'avoir ce son va permettre d'activer l'imaginaire au sens large, c'est-à-dire de sortir de simplement l'image, mais d'aller chercher un imaginaire plus large en la mettant en situation. De la même façon, sur les doigts scotchés, par exemple, on peut dire à la personne, tiens, en touchant ses doigts, il y a du scotch autour, et ça verrouille les doigts. Ce qui va permettre à la personne de sentir le scotch et du coup d'activer son imaginaire sans passer par la visualisation. Donc ça, c'est d'autres portes disponibles. Maintenant, la porte la plus simple, vous voulez que la personne elle se connecte à une safe place par exemple. Je n'utilise pas souvent ça, mais imaginons que je veux connecter la personne à une safe place. Je vais dire, tiens, pense à un lieu dans lequel tu te sens vraiment bien et décris-le-moi. Pense, décris. J'ai pas parlé de visualise et d'imagine. Je peux même lui faire fermer les yeux en lui disant tiens, ferme les yeux, pense-y, décris-le-moi, pas besoin de le voir, juste me le décrire. La personne va me le décrire, elle va me dire c'est par exemple quand je suis dans mon jardin, je me mets sur quoi es-tu assis ? Je suis assis sur ma chaise longue, je suis posé et décris-moi ce que tu vois à ce moment-là. Dans ce moment-là, il y a mes arbres, il y a tout ça et décris-moi ce que tu entends. Etc. Ce qui va faire que la personne va le décrire, du coup va activer les images qui sont inconscientes, ne va pas les voir forcément, mais va pouvoir connecter et s'associer à ce lieu-là et sentir ce qui se passe dans ce moment-là. Donc pense et décrit sera plus intéressant avec des gens comme ça. Je passe à la deuxième question. Comment fait-on lorsque le client ne connecte pas à l'émotion du problème ? Posée par Marie-Christine Pallotta. Alors, lorsque la personne n'arrive pas à connecter à l'émotion, ou aux sensations, on peut déjà essayer une première chose, c'est de lui rappeler le contexte à chaque question qu'on lui pose. Par exemple, la personne me dit, lorsque je suis sur l'autoroute, je me sens pas bien dans la voiture quand je conduis. Ok, je veux lui poser une question par exemple sur ce qu'elle se dit, sur les jugements. Quand tu es dans la voiture et que tu es sur l'autoroute, que tu es installé derrière ton volant et que tu es en train de conduire, qu'est-ce que tu te dis sur la situation ? À ce moment-là, quand la personne va me répondre ce qu'elle se dit sur la situation, c'est-à-dire qu'elle va accéder au jugement, regardez bien ses réactions parce que lorsqu'elle va poser le jugement, par exemple, je me dis que je suis à l'étroit, vous risquez de voir l'émotion à ce moment-là. Justement parce que vous lui avez redonné le contexte et que la personne peut y replonger. Et à chaque fois que vous posez une question sur les personnes qui ont du mal à connecter aux sensations et aux émotions, vous redonnez le contexte avant de poser la question. Je vous donne un exemple, la personne me dit « je me sens à l'étroit ». Ok, quand tu es dans ta voiture, que tu es derrière le volant, que tu es en train de conduire et que tu te dis « je suis à l'étroit », qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là ?
Ah bah je ressens une sensation d'oppression. Ok, puis la personne vous fait ça. Ça veut dire qu'elle y connecte. Maintenant, si par contre vous lui dites, tu ressens cette émotion maintenant, ça risque de la bloquer et de dire, bah non, parce que je suis pas dans la voiture. Mais en fait, elle l'a ressenti, elle vous l'a montré, elle a accéléré son tempo, elle l'a montré à ce moment-là. Donc ça va être un questionnement immersif qui va la replonger dans le contexte. Une autre possibilité, c'est de la mettre en situation ici et maintenant. Je vous donne un exemple, par exemple, sur des peurs irraisonnées. Avant, dans mon bureau, là je ne l'ai plus en ce moment, il faudrait que je la reprenne, j'avais une petite boîte avec des trous dedans. Ce qui fait que la personne pouvait croire qu'il y avait un insecte dedans. Si la personne venait avec une peur des araignées et qu'elle n'y connectait pas, des fois je sortais cette boîte. Moi, quand j'avais une peur des abeilles, si vous me disiez s'il y avait une abeille, là vous seriez comment, j'arrivais pas à connecter la sensation. En revanche, si vous me sortiez une petite boîte dans laquelle il pouvait y en avoir une, là c'était panique à bord. Donc dans ce cas-là, vous pourriez faire ça et puis regarder la réaction de la personne. Et hop, elle va connecter à l'émotion à ce moment-là. De la même façon, une personne qui a le vertige, vous pourriez très bien lui dire, s'il y a des étages au-dessus de vous, bien sûr, tiens, on va monter au 3e étage là maintenant. Et là, vous risquez de voir la personne faire un truc comme ça. C'est-à-dire d'avoir une réaction de peur. Parce que justement, elle se dit, ah, je vais être dans la situation. Et du coup, elle va connecter à l'émotion. Si vraiment la personne n'y connecte pas du tout et que vous en avez besoin, parce qu'on n'a pas forcément besoin de l'émotion pour travailler, mais si vraiment vous en avez besoin, peut-être que ce sera d'aller sur place qui sera la solution. J'avais par exemple travaillé avec un jeune homme qui avait du mal en voiture et du coup je suis allé avec lui en voiture. D'abord je l'ai entraîné aux inductions rapides dans mon cabinet et ensuite chaque fois qu'on était à un feu rouge je lui disais maintenant dors, relax, laisse glisser, flotter, plonger de plus en plus et puis je réactivais un ancrage qu'on avait travaillé pour se sentir bien. Et ensuite quand le feu repassait au vert je lui disais et maintenant rouvre les yeux, frais et dispo et tu repars. Et on avait fait ça plusieurs fois. Donc ça peut être d'aller sur place. Des fois, c'est pas simple sur la phobie de l'avion, etc. Dans ce cas-là, il faudra peut-être travailler autrement. Voilà pour des pistes. On passe à la 3e question maintenant. Que faire quand quelqu'un nous dit « Je n'ai pas envie d'arrêter de fumer, mais je viens car il le faut ». Alors, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment. Déjà, la personne nous donne une division. Elle nous donne « il faut », mais j'en ai pas tant envie que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, quand on bouge, quand on change, on le fait selon 2 modes, soit par désir, soit par peur. Et derrière chaque désir, d'ailleurs, il y a une peur. Mais la personne, par exemple, connectera plus facilement au désir et beaucoup moins à la peur. Ou alors à l'inverse, derrière chaque peur, il y a un désir, mais la personne ne connectera pas forcément au désir. Parce que la peur lui parlera plus. Souvent, on cherche dans les séances à avoir du positif, mais ça peut bloquer justement. C'est-à-dire que ce sera intéressant, par exemple, d'aller chercher éventuellement quelle peur il y a derrière, mais il le faut. Par exemple, en lui posant « parce que sinon quoi ?» Parce que si tu ne le fais pas, alors quoi? De quoi tu as peur dans le fait de ne pas t'arrêter? C'est le fameux « sinon, alors quoi ?» Si tu ne le fais pas, alors quoi? Et peut-être qu'il sera possible de faire bouger la personne par peur. Si par exemple elle n'a pas envie parce qu'elle aime le goût, elle aime la détente que ça propose, mais qu'il le faut parce que potentiellement elle ne va pas voir ses enfants grandir, qu'elle a un emphysème déjà, et que du coup elle a peur de mourir, peut-être que cette peur-là peut exploser le désir et l'envie de fumer sa clope. Donc il ne faut pas négliger ça, c'est-à-dire que la personne elle nous donne 2 choses à ce moment-là. Ça peut être intéressant d'interroger la division du client. C'est-à-dire qu'il a divisé son problème en 2. Je n'ai pas envie, mais il le faut. C'est d'aller interroger la peur qu'il y a derrière pour voir si elle ne peut pas exploser le désir. Ensuite, c'est important aussi de poser la question, de s'enlever la pression et de poser la question à la personne. Ok, mais du coup, maintenant qu'on a connecté à cette peur-là, est-ce qu'elle vous semble suffisante pour exploser cette envie ? Ah je sais pas trop, et puis là il faudra peut-être faire des tests. Ce qui est important, c'est d'aller chercher les jugements. Qu'est-ce que la personne se dit sur son problème? Par exemple, quand elle dit il le faut, il y a quelque chose derrière. Parce que sinon quoi permet d'aller le toucher? Parce que sinon j'ai peur de mourir, ou sinon j'ai peur de je sais pas quoi. Maintenant, si derrière le il faut, il y a parce que ma femme le veut, il va falloir vérifier si la peur de perdre sa femme est suffisamment forte pour qu'il arrête. Et s'il y a ces enjeux-là aussi derrière. Parce que c'est il le faut parce que quelqu'un le veut, ça par contre, ça peut être un objectif qui peut être difficile à bosser si la personne, elle, ne le sent pas qu'il le faut.
Donc, par contre, gardez bien à l'idée que parfois la souffrance ou la douleur ou la peur d'une souffrance ou la peur d'une douleur peut être un levier extrêmement fort et souvent même bien plus fort qu'un désir oh oui, je me sentirais tellement bien, etc. Parce que ça, c'est souvent des désirs illusoires. Ensuite, c'est aussi demander quelles sont les attentes par rapport à la séance. Qu'est-ce que tu attends du coup, puisque tu n'en as pas envie. C'est de lui demander qu'est-ce que tu attends de cette séance. Et puis aller vérifier, par exemple, j'aimerais en être dégoûté, et ok, pourquoi pas. Souvent les gens disent, il ne faut pas travailler avec le dégoût. Pourquoi si la personne, c'est son seul moyen d'arrêter et que ça lui semble cohérent et qu'elle adhère à ce projet, allons-y. Dernière piste, ce qu'on appelle le décadrage. C'est par exemple des questions, tiens, il y en a une de Laurent Bertin qui me vient, donc je vais la dire. C'est par exemple, il dit, imaginons que vous ayez arrêté depuis longtemps, et que ce soit fini depuis longtemps, qu'est-ce que vous me diriez, qu'est-ce que vous seriez venu travailler en ce moment? Puis la personne répond, et ensuite vous lui demandez, et est-ce que ça vous semble en lien avec la cigarette? Une autre question que j'utilise moi assez souvent, c'est de dire, est-ce que cet arrêt de la cigarette s'inscrit dans un projet plus vaste que ça? Parce que ça peut permettre à la personne de vous dire, oui, j'ai le projet de ci et de ça, et le projet va amener une motivation qui fait que tout le contexte autour du projet attire le fait d'arrêter de fumer. Ce qui peut être un projet intéressant. Par exemple, la personne veut se lancer dans un sport qu'elle apprécie particulièrement et devenir plus performante dedans, ça peut tirer tout le fait d'arrêter de fumer. Donc voilà des pistes pour dans ces cas-là. Je vais m'arrêter là. Ce que je vous propose, c'est pour les prochains flash QR, là pendant l'été, ils auront lieu à peu près tous les 15 jours. C'est-à-dire que là, je vais poster une nouvelle demande de questions et je me laisse à peu près une quinzaine de jours pour y répondre. Je suis un peu flemmard en ce moment, mais c'est l'été et du coup, c'est un ralentissement un petit peu. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et n'hésitez pas à poser vos questions dès que j'aurai posé la publication qui permet de le faire. Ciao!